Lors d'un déjeuner de famille dans leur maison de campagne, le frère de ma fiancée a levé son verre et a lancé « à celui qui débarque toujours les mains vides avec ses gosses et qui espère quand même une place d'honneur à notre table ». Tout le monde a ri, d'un rire un peu trop gras, un peu trop fort. J'ai levé mon verre à mon tour et j'ai dit « à la famille qui vient de perdre le remboursement du crédit immobilier que je payais à leur place ». Le silence qui a suivi était assourdissant. Le premier rire était venu du bout de la table. Puis un autre, puis trois de plus, tous un peu trop forcés, un peu trop empressés, ce genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent désespérément appartenir au groupe plutôt que d'être simplement correct. Au centre de tout cela se tenait Mathieu, le frère aîné de ma fiancée, tenant son verre de vin rouge comme s'il prononçait un discours au César au lieu d'humilier quelqu'un lors d'une réunion de famille. À ce gars, a-t-il répété, en me fixant avec un sourire narquois, qui arrive toujours les mains vides avec ses enfants et qui veut quand même s'asseoir à notre table. Tout le monde a ri. Enfin, pas tout le monde, mais assez pour que ma fille Manon se fige, un morceau de baguette à la main. Assez pour que mon fils Léo, 6 ans, me regarde. Puis regarde Mathieu, essayant de comprendre pourquoi des adultes souriaient en disant des méchancetés. Assez pour que ma fiancée Chloé, assise à côté de moi, se raidisse sans dire un mot. C'est son silence à elle qui m'a fait le plus de mal. Je suis électricien de métier. Je travaille avec des fils sous tension, des tableaux électriques surchargés, des prises brûlées, de vieilles bâtisses françaises pleines de dangers invisibles. Je sais à quoi ressemblent les signes avant-coureurs. Je sais que quand on néglige quelque chose trop longtemps, la panne n'arrive pas en silence, ça finit par brûler. Alors je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai dit, à la famille qui vient de perdre le crédit de la maison que je payais. Le silence a frappé si fort qu'on aurait pu le toucher. Le sourire de Mathieu s'est effacé le premier. Puis Béatrice, la mère de Chloé, a posé sa fourchette si brusquement qu'elle a tinté contre l'assiette en porcelaine. Bernard, son père, me dévisageait comme si je venais de parler une langue étrangère. Chloé s'est tournée vers moi lentement, le visage livide. « Quoi » a balbutié Mathieu. « Tu m'as très bien entendu », j'ai répondu. Personne ne riait cette fois. Le fait est que je n'avais pas prévu de le dire. Comme ça. J'avais imaginé 100 conversations plus calmes dans ma tête au cours des derniers mois. Des discussions d'adultes, en privé, le genre de conversations que les gens comme Béatrice prétendent préférer, jusqu'à ce que la vérité devienne une menace. Mais Mathieu m'avait offert le moment parfait, et j'en avais fini de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé. Je payais le crédit de la maison des parents de Chloé depuis presque 2 ans. Pas officiellement, pas ouvertement, et certainement pas d'une manière qui aurait survécu à un dîner de famille poli. Cela avait commencé comme ces choses-là commencent toujours, avec des larmes, de l'urgence, et la promesse que ce ne serait que temporaire. Chloé était arrivée chez moi un soir, dévastée, le mascara coulant sur ses joues. Les affaires de son père ne marchaient plus, disait-elle. Sa mère paniquait, ils avaient des retards de paiement pour la maison. Mathieu, lui, était soi-disant à court d'argent, ce que j'ai appris plus tard signifiait qu'il continuait à dépenser sans compter, persuadé que les conséquences étaient pour les autres. Chloé m'a dit qu'elle détestait me demander ça, qu'elle ne le ferait pas si ce n'était pas grave. J'aurais dû poser plus de questions. Au lieu de cela, j'ai regardé la femme que j'aimais et j'ai pensé que j'aidais sa famille à traverser une mauvaise passe. Alors j'ai dit oui. Un virement est devenu 3 sont devenus 6. C'est devenu une routine et le discours a changé, passant du « juste cette fois » au « tu sais à quel point ça compte », puis au « on ne l'oubliera jamais », pour finir dans un silence total, une simple habitude. C'était comme ça que la famille de Chloé fonctionnait, il prenait ce que vous donniez jusqu'à ce que votre sacrifice
fasse partie du décor. Je n'étais pas un homme riche. Je suis un électricien. Indépendant avec 2 enfants, une ex-femme avec qui je partage la garde, et un corps qui me rappelle chaque matin que le travail manuel a un prix. Mon utilitaire est plus vieux que le mariage de Mathieu. Je fais attention à mon budget, je répare mes freins moi-même. Je refuse des vacances parce que les chaussures de sport, les manteaux d'hiver et les frais de licence de foot passent en premier. Pourtant, j'ai continué à payer. En partie parce que j'aimais Chloé. En partie parce que je savais ce que c'était que de grandir dans l'angoisse financière. Et en partie parce que chaque fois que je pensais à arrêter, Chloé me faisait sentir que je l'abandonnais, elle, et pas seulement ses parents. C'était son don. Pas de la manipulation grossière, pas de crise ou d'exigence. Chloé faisait quelque chose de plus subtil et de bien plus dangereux, elle transformait le fait qu'elle ait besoin de moi en une forme d'intimité. Tu es la seule personne sur qui je peux compter, murmurait-elle. Avec toi, je me sens en sécurité. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Pendant longtemps, j'ai confondu cela avec de l'amour. À la table du déjeuner, Béatrice a retrouvé sa voix en premier. Julien, a-t-elle dit d'un ton sec. Ce n'est pas le moment ni l'endroit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce que Mathieu était au bon endroit, lui? Il plaisantait. A-t-elle répliqué. Mes enfants, eux, ne riaient pas. Manon me regardait. Toujours, confuse et silencieuse. Léo a glissé de sa chaise et est venu se coller contre moi, une petite main serrant mon bras. Cela m'a presque brisé le cœur. Mathieu a levé les yeux au ciel. Oh, ça va, n'en fais pas tout un plat. Parce que tu es susceptible. Tu m'as traité de profiteur. Si le chapeau te va. J'ai ri amèrement. C'est drôle venant d'un homme dont j'aide à payer la maison de sa propre mère. Son visage a changé à ce moment-là, juste une seconde. Une fissure suffisante pour me dire que, quoi que Chloé lui ait caché, il me croyait maintenant. Il s'est tourné vers elle. De quoi il parle? Chloé a dégluti. Mathieu, non. J'ai coupé, laisse-la répondre. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. C'est bas, Julien, a-t-elle dit. Doucement. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce mot-là leur avait tant rapporté. J'ai sorti mon téléphone. Tu veux que je lise les messages? Béatrice s'est levée. Absolument pas. Je l'ai ignoré et j'ai ouvert mes SMS. 11 mars. J'ai lu. Papa est encore court ce mois-ci. Tu peux couvrir? Je t'expliquerai. Plus tard. Le visage de Chloé s'est vidé de son sang. 2 avril. S'il te plaît, n'en parle pas au dîner. Mathieu est de mauvaise humeur. Mathieu s'est tourné lentement vers sa sœur. Bernard a marmonné un « merde » étouffé. J'ai regardé autour de la table. Vous voulez parler de respect? Très bien. Parlons de la façon dont je me suis assis à cette table pendant 2 ans à écouter des blagues sur mon camion, mes fringues de boulot, mes enfants et mon métier, tout en payant discrètement les traites qui empêchaient votre maison de finir aux enchères. Personne ne m'a interrompu. Tant mieux, parce qu'une fois lancé, je n'allais pas m'arrêter. J'avais rencontré Chloé 3 ans plus tôt. Dans un magasin de luminaires. J'y étais pour acheter du matériel pour un chantier de cuisine. Elle se disputait avec un vendeur à cause d'un pied de lampe ébréché. Elle était magnifique, vive, et dégageait une assurance naturelle. Elle m'avait demandé ce que je faisais. Quand j'ai dit électricien. Elle a souri et a dit, c'est bien. J'ai fréquenté trop d'hommes qui ne savaient que paraître riches. Cette phrase m'était restée. Au début, Chloé m'a donné l'impression d'être enfin vue. Elle disait aimer le fait que je travaille avec mes mains, que je sois fiable, que je sois toujours là pour mes gosses.
Après mon divorce, cette admiration était comme un rayon de soleil après un long hiver. Puis j'ai rencontré sa famille. Béatrice n'était que manière polie. Et poignard caché. Bernard pensait que chaque phrase sortant de sa bouche était une leçon de vie. Mathieu était le fils prodigue, bruyant, suffisant. Réussissant sur le papier, et allergique à l'idée qu'un autre homme puisse être plus utile que lui. J'ai remarqué très tôt que Mathieu aimait me tester. Toujours à faire des dépannages chez les gens, demandait-il au dîner, comme si je réparais des grille-pains dans un garage, ou encore, ça doit être sympa de poser son cerveau en partant du boulot. Je souriais et je laissais passer. La première fois que j'ai réparé quelque chose chez Béatrice et Bernard, c'était un lustre. La deuxième fois, un problème de disjoncteur au sous-sol. La troisième, l'éclairage du jardin. Je ne leur ai jamais rien facturé. Chloé disait que sa mère était déjà assez embarrassée par leurs soucis financiers. Embarrassée. Cette famille n'avait jamais honte de recevoir, seulement d'admettre qu'elle avait besoin d'aide. Plus j'aidais, plus Mathieu me piquait. Plus Chloé me demandait de l'ignorer. Il est comme ça, c'est tout, disait-elle. Je déteste cette phrase maintenant. C'est ce qu'on dit quand le mauvais comportement d'un homme est devenu aussi banal que le papier peint. À la table, Mathieu a fini par ricaner. C'est n'importe quoi. Si tu as payé des trucs, personne ne t'a demandé de nous le jeter à la figure. Je l'ai fixé. Tu as littéralement levé ton verre pour m'insulter devant mes enfants. C'était une blague. Et ceci est ma réponse. Chloé s'est enfin levée. On peut aller discuter à l'intérieur. Je l'ai regardé. Ah, maintenant tu veux de l'intimité? Ses yeux ont brillé de colère. Ne fais pas ça. C'est exactement ça le problème, j'ai dit. Ça fait 2 ans que je ne fais pas ça. Bernard a repoussé sa chaise. Fils. Ne m'appelez pas comme ça. Il s'est tu. J'avais essayé de lui parler en privé 2 fois. Une fois dans son garage alors que je remplaçais une ligne défectueuse, je lui avais dit que j'avais besoin d'une date de fin pour les paiements. Il avait hoché la tête, soupiré et dit, un homme qui compte entrer dans une famille doit comprendre l'entraide quand les temps sont durs. Entraide, pas financement total. La deuxième fois, c'était au téléphone après que Béatrice a posté des photos d'un brunch luxueux dans un hôtel. La même semaine, Chloé m'envoyait un SMS disant qu'ils étaient aux abois. Bernard avait semblé offensé. Que je le remarque. Ta mère aime que les choses restent normales, m'avait-il dit. Normal? Ce mot m'est resté en travers de la gorge pendant des semaines. Parce qu'il n'y avait rien de normal à ce qu'un électricien avec 2 mômes subventionne une famille qui pensait que ramener une tarte industrielle du supermarché à une réunion de famille était indigne de leur standing. Manon a tiré sur ma manche. Papa. Je me suis accroupi près d'elle. Oui, ma puce? On s'en va? J'ai levé les yeux vers la table, vers Mathieu, Béatrice, Bernard, et Chloé qui semblait plus affligée par le déballage de vérité que par toutes ces années à profiter de moi. Oui, j'ai dit. On s'en va. La voix de Béatrice a monté d'un ton. Si tu pars maintenant, n'espère pas que cette famille l'oublie. Je me suis redressé. C'est pas grave. J'ai assez de souvenirs pour nous tous. Puis j'ai regardé Chloé et j'ai dit la chose la plus difficile, tout doucement, c'est fini. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Personne ne nous a suivis jusqu'à la voiture. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les enfants étaient silencieux sur le chemin du retour. Léo s'est endormi. Manon regardait par la fenêtre et m'a demandé si Mathieu était fâché parce qu'on n'avait pas apporté assez de nourriture. Je lui ai répondu que non, qu'il était fâché parce que certaines personnes confondent
La générosité avec la permission d'être cruel. Mon téléphone a commencé à vibrer. Avant même qu'on atteigne l'autoroute. Chloé, Béatrice, Bernard, puis encore. Chloé. J'ai tout ignoré jusqu'à ce que les enfants soient rentrés, nourris, douchés et installés devant un film. Ce n'est qu'alors que je suis sorti sur le perron pour lire les messages. Ceux de Chloé étaient les plus longs. Tu m'as prise en traître. Mes parents sont dévastés. Mathieu a dépassé les bornes, mais tu n'avais pas besoin d'humilier tout le monde. S'il te plaît, appelle-moi. Cette phrase brillait dans le noir sur mon écran, humilier tout le monde. Pas, Mathieu n'aurait pas dû dire ça. Pas, je suis désolé. Pas, j'aurais dû arrêter ça il y a des mois. Juste, humilier tout le monde. Alors j'ai répondu par SMS, je n'ai pas humilié ta famille. J'ai juste arrêté de les protéger. Puis je l'ai bloqué. Le lendemain, c'était dimanche, et j'ai emmené Manon et Léo chez ma sœur Camille. Camille a 3 ans de moins que moi. Elle est infirmière et n'a jamais confondu la politesse avec la vertu. Elle a ouvert la porte, a regardé ma tête et a dit, contre qui je dois me battre? Ça m'a presque fait rire. Une fois les enfants à l'intérieur, je lui ai tout raconté autour d'un café. Quand j'en suis arrivé au discours de Mathieu, Camille est devenue si calme que c'était presque effrayant. Attends que je comprenne bien, a-t-elle dit enfin. Tu payais leur crédit en secret, et ils ont le culot de se moquer de toi parce que tu arrives avec tes enfants au lieu d'un plat sophistiqué? C'est à peu près ça. Et Chloé a laissé faire? Oui. Camille s'est adossée à sa chaise et a soufflé lentement. Julien. Cette femme ne t'aimait pas. Elle aimait ta stabilité. Ça m'a frappé de plein fouet parce que c'était ce que j'essayais de ne pas m'avouer. J'ai fixé mon café. Je pensais qu'on construisait quelque chose. Tu construisais quelque chose, a-t-elle dit, mais pour eux. Le lundi après-midi, la vraie panique a commencé. Bernard a appelé le premier. Il a commencé par « je pense qu'on devrait discuter entre hommes ». J'étais en train de recabler une prise de cuisine et j'ai failli rire. D'accord, j'ai dit. Parle. Le crédit doit être payé vendredi. Direct au but. Pas d'excuses, pas de honte. Pas un mot sur Mathieu. J'ai dénudé un fil électrique et j'ai dit, je sais. Il y a eu un silence. Tu ne comptes pas sérieusement nous laisser dans la panique pour un simple malentendu? Un malentendu? Ton fils m'a insulté devant mes enfants. Ta fille m'a caché la vérité parce qu'elle sait quel genre d'homme il est. Vous m'avez laissé payer vos factures tout en me traitant comme si je devais vous être reconnaissant. Ce n'est pas un malentendu. Sa voix s'est durcie. Surveille ton ton. J'ai repris mon téléphone en main. Sinon quoi? Rien. Chloé dit que tu es en colère. C'était presque impressionnant, réduire une décision morale à une simple émotion pour essayer de la rendre négociable. Je ne suis pas en colère, j'ai dit. J'ai fini. Et j'ai raccroché. Béatrice a appelé en pleurant 1 heure plus tard. Mathieu m'a envoyé un SMS disant que j'essayais de faire du chantage à la famille. J'ai répondu, demande à ta mère. Qui a payé les 23 dernières échéances du crédit? Puis je l'ai bloqué lui. Aussi. Chloé est venue ce soir-là. Elle se tenait sur mon perron dans son trench beige, l'air fragile, exactement de la façon dont elle savait que ça marchait. Sur moi autrefois. Je peux entrer? J'ai accepté. Pendant 1 minute, elle est restée là, dans mon salon, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que l'ancienne version de moi surgisse de derrière le canapé pour la sauver. Des conséquences. Je ne savais pas que Mathieu allait dire ça, a-t-elle dit. Je te crois. Un soulagement a traversé son visage. Puis elle a ajouté. Donc, tu sais que ce n'est pas juste.
J'ai presque souri. Pas juste. Tu as explosé devant tout le monde. Tu as fait passer mes parents pour. J'ai coupé, dépendant. Ingrat. Malhonnête. Chloé, je ne les ai pas faits passer pour quoi que ce soit. J'ai décrit la réalité. Elle a croisé les bras. J'essayais de te protéger. De quoi? De la vérité? Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu sais comment est Mathieu? Oui, j'ai répondu. Et toi aussi tu le savais. C'est pour ça que tu m'as gardé utile et invisible. Celle-là a fait mouche. Elle s'est assise lourdement. Ce n'était pas ça. Ah non? Alors dis-moi ce que c'était. Elle a levé les yeux vers moi. Je t'aimais. Je suis resté là un long moment avant de répondre. Je pense que tu aimais pouvoir compter sur moi sans jamais avoir à me choisir, moi, contre eux. Elle s'est mise à pleurer pour de bon. Une partie de moi voulait la consoler. C'est comme ça que les habitudes fonctionnent, même après une trahison, le corps se souvient de son ancien rôle. Mais je n'ai pas bougé. Elle a essuyé son visage avec colère. Mes parents pourraient perdre la maison. On y était. Pas. Tu me manques, pas, je suis désolé. Juste la maison. Je suis allé au placard de l'entrée, j'ai sorti le carton des affaires qu'elle avait laissées. Chez moi, pull, trousse de maquillage, chargeur, bouquin, et je l'ai posé près de la porte. Son expression est passée de la blessure à l'incrédulité. Tu es sérieux? Oui. Tu gâches vraiment tout pour ça? J'ai ouvert la porte. Non, je refuse enfin d'être celui qu'on sacrifie. Elle a ramassé le carton, me lançant un regard noir. Tu penses que parce que tu travailles dur, tu es moralement supérieur? Je l'ai regardé et j'ai dit doucement, non. Je pense que payer ses propres factures avant d'insulter l'homme qui vous aide est un bon début pour être quelqu'un de correct. Puis elle est partie. Le vendredi, Béatrice a posté un paragraphe vague sur les réseaux sociaux parlant de trahison et de fausse loyauté. Bernard a appelé une dernière fois, pas en colère, juste fatigué. Il a avoué qu'ils avaient dû emprunter à Mathieu pour faire le paiement. Je n'ai pas dit ce que je pensais, à savoir que Mathieu allait transformer ce mois d'aide en un règne de terreur à vie. Au lieu de ça, j'ai juste dit, alors j'imagine qu'il a enfin apporté quelque chose à la table. Bernard a expiré bruyamment, mais il n'a pas discuté. Un mois plus tard, j'ai appris la vérité par Audrey, la femme de Mathieu. Mathieu n'avait fait qu'un seul paiement. Ensuite, il avait commencé à poser des conditions. Son nom sur les papiers, son mot à dire sur tout, le contrôle total. Bernard a refusé. Béatrice a pris le parti de Mathieu. Chloé a arrêté de leur parler à tous pendant des semaines. La famille entière s'est déchirée pour de l'argent. Qu'ils s'attendaient tous à ce que je gère en silence pour toujours. À Noël, Béatrice et Bernard avaient mis la maison en vente. Quand je l'ai appris, je m'attendais à une sensation de triomphe. Ce que j'ai ressenti était plus calme. Un soulagement, surtout, et de la tristesse, si je suis honnête. Pas pour la maison, mais pour les années passées à croire que le sacrifice se transformerait en respect si je lui donnais assez de temps. Ce Noël-là, pour la première fois depuis des années, mon compte en banque n'était pas une salle d'urgence secrète pour les mauvaises décisions des autres. J'ai emmené Manon et Léo dans un chalet à la montagne, avec une piscine intérieure et un chocolat chaud médiocre. Pour eux, c'était le plus bel endroit au monde. Léo a passé des heures à sauter dans le petit bain tandis que Manon, enroulée dans sa serviette, inventait des histoires sur les familles des autres chambres. Un soir, elle m'a demandé: « Papa, est-ce qu'on est pauvre ?» Les enfants entendent tout, et les définitions de la valeur à l'école circulent vite. J'ai souri. Non. Elle a
Réfléchis. Alors pourquoi certaines personnes agissent comme si ne pas apporter de trucs chers, ça voulait dire quelque chose? J'ai regardé la neige tomber dehors, puis j'ai regardé ma fille. Parce que certaines personnes ne savent pas comment mesurer un homme sans son argent, j'ai dit. Et ça rend l'heure. Monde tout petit. Elle a hoché la tête et s'est blottie contre moi. Quelques semaines plus tard, Chloé m'a envoyé un message pour la première fois depuis des mois. Tu avais raison. C'était tout. J'ai fixé le message longtemps. Puis, j'ai répondu, je sais. Pas de cruauté, juste la fin d'une histoire. Aujourd'hui, je fais toujours le même métier. Je rentre toujours avec de la poussière dans les cheveux et des coupures sur les mains. Je conduis toujours le même utilitaire. Je prépare toujours les pique-niques, j'oublie parfois les mots d'absence et je passe mes samedis au bord d'un terrain de foot avec un café froid à la main. Mais je dors mieux. Ce n'est pas rien. Avant, je pensais qu'être un homme bon signifiait encaisser plus que les autres, plus de pression, plus de besoins, plus de manque de respect, plus de responsabilités qui auraient dû appartenir à d'autres. Maintenant, je pense qu'être un homme bon, c'est savoir où s'arrête son devoir. Je n'avais pas tort d'aider. J'avais tort de rester quand l'aide est devenue un dû. Cette famille ne voulait pas d'amour. Ils voulaient un soutien silencieux qui n'égratigne pas leur orgueil. Ils voulaient mon argent sans ma vérité. Ma fiabilité sans ma dignité. Ma présence sans mes enfants. Ma loyauté sans aucune obligation de me défendre. Le toast de Mathieu a simplement rendu tout cela visible. Et c'est peut-être ce dont je suis le plus reconnaissant aujourd'hui. Parce que s'il n'avait pas levé ce verre, j'aurais peut-être continué à payer 1 an, 2 ans de plus. J'aurais peut-être épousé Chloé. J'aurais peut-être passé une décennie à être l'étranger. Utile à leur table, toujours le bienvenu tant que j'arrivais avec quelque chose qu'ils pouvaient consommer. Au lieu de cela, il s'est humilié tout seul. Tout ce que j'ai fait, c'est répondre honnêtement. S'il y a une leçon à retenir, elle est simple, au moment où les gens commencent à traiter votre générosité comme un loyer à payer pour avoir une place dans leur vie, partez. Partez avant que vos enfants n'apprennent que l'amour signifie se faire insulter poliment. Partez. Avant que votre silence ne devienne la fondation du privilège de quelqu'un d'autre. Partez avant que le fait d'aider ne se transforme en disparition de soi. À ce déjeuner, Mathieu pensait exposer un homme qui n'avait rien à offrir. Ce qu'il a réellement exposé, c'est une famille qui avait bâti son confort sur quelqu'un qu'elle méprisait. Et dès que j'ai arrêté de les porter, tout ce qu'il pensait être solide a commencé à se fissurer. C'est ça le problème avec les piliers invisibles, les gens oublient qu'ils sont structurels jusqu'à ce qu'ils disparaissent.